dans le déploiement d'une solution efficace d'un chatbot ou d'un LLM de manière plus grande au sein d'une grande entreprise. D'autant plus parce que si vous me faites cette erreur-là, en sortie, vous venez de couler le business model de l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, salutations, et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques informations importantes pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, soit en tant qu'architecte IA ou data ingénieur ou éventuellement développeur sur la partie de déploiement des solutions d'intelligence artificielle. Alors, en général, quand une entreprise fait appel à mes services, c'est notamment sur la partie de conception, de penser l'architecture éventuelle qui va porter la solution et par la suite de proposer des best practices pour que les développeurs, ceux qui s'occupent en tout cas sur la partie DevOps, etc., puissent bien, de manière efficace, déployer la solution avec une efficacité très très puissante dans le cloud. Dans le cadre de mes activités également, je suis amené à former certaines personnes, des développeurs en majorité, mais également des architectes sur la manière dont il faudrait précisément mettre les bonnes briques au sein d'un modèle de chatbot qui permettrait évidemment de porter une solution du type LLM au sein d'une grande entreprise, d'un grand modèle de langage. Alors, je ne vais pas revenir dans les détails trop techniques. Les LLM, vous le savez déjà, sont donc ces grands modèles de langage qui permettent, à partir, donc sur la base des données de l'entreprise, d'apporter des solutions de manière très efficace auprès des clients, des utilisateurs des entreprises. Par exemple, une entreprise qui souhaite mettre sur pied un chatbot intelligent, capable donc de remplacer le travail du support client, par exemple, donc capable effectivement d'apporter des réponses aussi précises que les humains, que le support client actuellement, simplement avec une rapidité beaucoup plus accrue. Dans le cadre de mise en place de ce genre de chatbot, donc précisément derrière la notion de LLM, je constate que certaines personnes dans le monde de l'IT ne maîtrisent toujours pas des notions basiques de mise en place et de conception de solutions d'intelligence artificielle. D'où pourquoi je fais d'ailleurs cette vidéo. Je vais préciser et pointer du doigt une notion assez basique que vous avez vue à l'école quand vous étiez au lycée plutôt, mais une notion mathématique très très simple. Mais derrière cette notion mathématique, vous allez comprendre la portée effectivement et l'impact surtout du non-respect de cette logique en question. Pourquoi? Alors, le LLM, donc derrière, quand l'utilisateur, à travers l'interface que vous avez déployée, d'accord? À travers cette interface-là, l'utilisateur pose une question concernant un de ses services qu'il utilise auprès de l'entreprise. On s'attend à ce que, bien évidemment, le chatbot en question puisse répondre avec une réponse assez cohérente et riche en informations. Il arrive que la plupart, et c'est le cas le plus souvent que je constate, malgré le fait que d'ailleurs nous ayons des modèles très avancés tels que ChatGPT, dernièrement DeepSeek en question, que les ingénieurs au sein des grandes entreprises toujours ne maîtrisent pas les essentiels, les basiques de ce qui devrait être implémenté. Pourquoi? Parce que ce qui fait que votre chatbot ne soit pas assez intelligent, il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais je vais m'arrêter sur une seule raison bien particulière et qui fait référence justement à la notion logique que j'ai au préalable précisée. Enfin, plutôt énoncée de manière très vague. Cette fois-ci, c'est quoi? L'utilisateur, donc, quand il pose sa question, derrière, il y a ce que l'on appelle la représentation vectorielle. La représentation vectorielle ici consiste à vectoriser, à transformer la requête de l'utilisateur, qui est une phrase, donc un prompt, sous forme de vecteur. Donc un vecteur, c'est une représentation mathématique avec plusieurs dimensions, donc des chiffres, etc. OK? Chiffres numériques, pour être vraiment très redondant, pour que ça puisse bien entrer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelle que soit la phrase, la question posée par l'utilisateur à travers l'interface donc du chatbot en question, derrière, il y a un modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de vectorisation. En anglais, le modèle embedding, l'embedding model,
un embedding modèle qui doit être choisi, à bon escient évidemment, pour transformer, représenter la question, le prompt de l'utilisateur en vecteur donné. C'est ce vecteur en question transformé qui va servir de recherche dans la base de données vectorielle pour effectuer une comparaison avec les autres vecteurs qui se trouvent dans cette base de données vectorielle. Et la comparaison, évidemment, va donner lieu à des vecteurs similaires aux vecteurs concernant la réponse de l'utilisateur. Et à la fin, c'est ces vecteurs, en fait, qui auront été comparés au vecteur initial qui vont servir de réponse par un décodage au sein du LLM utilisé. Si vous utilisez ChatGPT, DeepSeek, Llama, Gemini, etc. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Il y a alors trois étapes. Première étape, la requête de l'utilisateur, comme je l'ai dit, est vectorisée, transformée sous forme de vecteur. Ensuite, ce vecteur-là, on va l'envoyer dans une base de données vectorielle. Dans cette base de données vectorielle se trouvent tous les vecteurs liés aux données de l'entreprise. Parce qu'évidemment, les données de l'entreprise, par le travail de l'ingénieur data, ce travail a consisté à mettre sur pied un data modeling qui a été vectorisé également. Donc, on va comparer le vecteur, la requête initiale, donc le vecteur lié à la requête initiale de l'utilisateur, à l'ensemble de ces vecteurs-là qui se trouvent dans la base de données vectorielle. Évidemment, ce qu'on appelle donc la recherche vectorielle. Cette recherche consiste à trouver donc le ou les vecteurs les plus similaires au vecteur initial de l'utilisateur. En général, on effectue un produit scalaire pour, par exemple, faire de la recherche par similarité cosinus. Et on retrouve en général ici, on va prendre 2 ou 3 vecteurs les plus liés au vecteur initial. Et ce sont ces vecteurs qui vont servir d'éléments de contexte rajoutés au prompt de l'utilisateur qui, une fois envoyé au modèle du LLM ici en question, si je prends OpenAI, donc ChatGPT, et par la suite, in fine, on aura une réponse cohérente sur l'interface de l'utilisateur. Ce qui se passe ici, là, je viens de vous décrire en anglais ce qu'on appelle le modèle RAG, donc RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, en fait, on répond avec, on génère une réponse dont la récupération a été tout à fait améliorée, augmentée. Maintenant, la plupart, bon, j'espère que je ne verrai plus cette erreur, mais j'en vois encore pas plus tard que dernièrement, j'ai retrouvé un développeur qui m'a fait quoi? Qui m'a pris 2 modèles d'embedding différents dans la chaîne du pipeline. Ça, je vous garantis, vous venez de commettre, déjà, quelle que soit votre application, vous venez de quasiment détruire le business de l'entreprise en question. Parce que ce que vous venez de faire, c'est quasiment, c'est pas comme si, c'est exactement le fait que vous êtes en train de me dire que je peux être capable de calculer le produit scalaire de 2 vecteurs de dimensions différentes. Je prends un vecteur dimension 3, un x, y, z. Je prends un vecteur de dimension 2, x, y. Vous êtes en train de me dire que je suis capable, dans un espace autonomé, d'effectuer ce produit scalaire-là. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est ce que vous avez fait dans l'application du modèle d'embedding dans lequel vous avez utilisé 2 modèles d'embedding différents. Alors, la solution elle est toute simple. Si vous choisissez et de manière pratique et efficiente un modèle d'embedding, restez avec le même modèle jusqu'à la fin. Donc, quand on parle de fin, jusqu'à la génération de la réponse de l'utilisateur. C'est-à-dire que le modèle d'embedding que l'architecte IA aura choisi, d'accord, sera ce modèle d'embedding que vous devriez utiliser pour aller effectuer la recherche vectorielle dans là où les bases de données vectorielles en question. C'est le même modèle d'embedding, j'insiste, je ne peux être aussi précis que ce que je dis actuellement. Si vous utilisez le tout premier modèle d'embedding que vous aurez choisi,
vous devez le garder, le conserver jusqu'à la fin, jusqu'à la génération de la réponse de l'utilisateur. Et après, potentiellement, en fonction de la grandeur de votre architecture, vous pourrez éventuellement utiliser d'autres modèles d'embedding. D'accord? Je pense que c'est assez clair pour celles et ceux qui travaillent et qui mettent en place des solutions de type chatbot. Je pense que vous devriez comprendre très précisément ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas le cas, mettez en commentaire éventuellement vos remarques et vos questions, évidemment. Mais on est quasiment dans cette logique-là. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que beaucoup, bien évidemment, se sont lancés dans le développement quand l'informatique a eu le vent en poupe. Donc, aujourd'hui, les formations, effectivement, permettent de se lancer rapidement dans la conception et la création des applications. Mais avec l'IA, évidemment, il faut s'adapter. Parce que derrière, il y a d'autres notions aussi qui entrent en compte. Tout simplement, la notion autour des espaces vectoriels, des modèles d'embedding, etc. Donc, prenez par exemple le LLM en question le plus utilisé, donc on va dire ChatGPT. ChatGPT a son modèle d'embedding, donc de GPT, vous avez plusieurs modèles en fonction des différentes versions de ChatGPT. Je pense par exemple au modèle d'embedding Tree Small ou Tree Large. Ce modèle-là, peu importe la dimension, le nombre de dimensions, vous prenez notre modèle de Gemini, vous n'aurez pas la même chose. Et donc, cette pratique-là, elle est mauvaise dans ce cadre-là. Donc, si vous avez utilisé le modèle d'embedding de OpenAI, restez avec le même modèle jusqu'à la fin du pipeline, à la fin de la génération de la réponse de l'utilisateur. Et si vous avez utilisé un des modèles de Gemini, vous restez également avec ce même modèle jusqu'à la fin. Tout simplement. Parce que il y a des problématiques de size, de taille de vecteur derrière. Et vous ne contrôlez pas, en fait, ces problématiques-là. C'est déjà défini par le modèle. Vous devez simplement intégrer le fait que, en prenant tel modèle d'embedding, j'ai tel type de représentation vectorielle, assez riche ou pas, ou dense, en fonction de vos besoins. Là encore, ça reste une question de réflexion quant au choix, effectivement, de la bonne représentation vectorielle, du bon modèle à choisir. C'est le travail de l'architecte. Mais si vous êtes développeur, vous devriez prendre en considération ces éléments-là dans le déploiement d'une solution efficace, d'un chatbot ou d'un LLM de manière plus grande au sein d'une grande entreprise. D'autant plus parce que si vous me faites cette erreur-là, en sortie, vous venez de couler le business model de l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez. Je vais m'arrêter là et on se revoit la prochaine. Évidemment, partagez, likez et abonnez-vous à cette chaîne. Et j'espère que je vous apporterai encore d'autres informations assez riches et denses autour de l'intelligence artificielle et bien sûr les bonnes pratiques à avoir au quotidien. Merci et à la prochaine. Au revoir.